Voilà, c'est parti. Alors, je passe la parole à Frédéric, que je vais accueillir sur la scène. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, je suis Frédéric Rochet, le directeur du Forum 104, qui est à l'origine de ces rencontres interréseaux. Le Forum 104 est un espace culturel et spirituel situé à Paris, rue de Vaugirard. C'est un lieu qui cherche à faciliter l'émergence et la coélaboration de sens dans la vie des personnes et des collectifs. Alors, bienvenue à cette troisième rencontre destinée aux managers, dirigeants et entrepreneurs et qui vous est proposée par Entrepreneurs d'avenir, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Fondatio, Forum 104, Club Spiritualité d'HEC Alumni et Leaders éclairés, en partenariat avec la Croix l'Hebdo. Alors nos réseaux se sont rassemblés parce qu'ils sont convaincus que pour se changer et changer nos entreprises, la spiritualité doit être au cœur de nos engagements et de nos responsabilités. Nous avons besoin demain de leaders qui prennent au sérieux et qui puissent renouer avec leur spiritualité afin de renouveler et transformer leurs entreprises pour le monde qui vient et pour pouvoir contribuer au bien commun. La rencontre que nous vous proposons ce soir n'est pas un simple webinaire. Nous vous proposons une expérience qui comprendra des témoignages, des temps de silence et d'intériorité et des partages spirituels en petits groupes. Le dialogue interspirituel, il est au cœur de cette rencontre. Il faut que nous soyons prêts à nous ouvrir à des personnes et à des expériences diverses, à des personnes qui partagent d'autres croyances et d'autres convictions que les nôtres. Cette ouverture en soi, c'est déjà un exercice spirituel, dans la mesure où je dois être prêt à donner du poids et à me laisser déplacer par l'expérience et la parole de l'autre. Votre présence sera nombreuse ce soir. Il y a près de 500 personnes qui se sont inscrites et qui démontrent l'intérêt pour ce thème que je vais vous introduire dans quelques secondes. Alors, ce thème, accueillir nos vulnérabilités dans l'entreprise, un chemin de transformation intérieure et collectif. Cette soirée a été préparée par deux des mouvements dont je vous ai parlé tout à l'heure, le club HEC Spiritualité Alumni et le mouvement Fondatio. Le club HEC Spiritualité Alumni, qui regroupe près de 460 membres, explore ce que les différentes spiritualités proposent au monde et voir comment elles peuvent aider à répondre aux défis d'aujourd'hui. Fondatio est un mouvement chrétien, œcuménique, international, présent dans plus de 20 pays. Ses membres cherchent à unifier leur vie familiale, professionnelle et spirituelle en s'inspirant de l'Évangile au service d'un monde plus humain et plus juste. Alors cette soirée a été préparée donc par différentes personnes que vous allez croiser au cours de cette soirée. Tout d'abord Hervé Essa et Céline Bonis. Et puis je vais donner la parole à Marine Regnault du club HEC Spiritualité Alumni et Pierre-Yves Léger qui seront vos fils rouges tout au long de cette soirée. Bonne rencontre. Bonjour, donc Pierre-Yves, je vous parle. Donc nous avons choisi le thème de la vulnérabilité chez les dirigeants et les leaders, car depuis un an, nous avons tous fait d'une manière ou d'une autre l'expérience de notre vulnérabilité, soit au sein de notre entreprise, soit au sein de notre famille ou de nos proches. Et cette vulnérabilité, que nous pouvons considérer comme négative dans un premier temps, peut éventuellement nous ouvrir à d'autres relations plus authentiques, plus en vérité, qui nous font grandir. En effet, quand nous sommes forts, notre relation de fort à fort ou de fort à faible est une relation souvent basée sous le régime de la domination. Alors qu'une relation de faible à faible est différente et elle nous permet d'ouvrir d'autres horizons. Nous sommes à quelques jours de Pâques et les chrétiens ont dans le cœur l'exemple d'une immense vulnérabilité, celle de Jésus crucifié qui a ouvert l'ère du christianisme. D'ailleurs, toutes les religions et tous les mouvements spirituels laissent une large place à la vulnérabilité dans leurs fondements. En tant que femme, je ressens aussi beaucoup de mouvements sociétaux qui démarrent actuellement à partir de constats de vulnérabilité, comme MeToo. Nous avons des exemples de personnes qui ont pris leur force de leur vulnérabilité et ont accompli des actions exceptionnelles.
On pense à Gandhi, on pense à Mandela et plus récemment, Jacinda Ardern, Aung San Suu Kyi et parmi des millions d'autres qui sont dans l'anonymat comme nous tous ce soir. Est-ce qu'on peut se dire que la vulnérabilité peut être un mal pour un bien? La vulnérabilité ne serait-elle pas une force qui donne accès au meilleur de nous-mêmes dans des temps difficiles? Est-ce que l'exemple de notre vulnérabilité nous ramène à une expérience spirituelle, que cette dernière soit reliée à une religion ou non? Des dirigeants intègrent les valeurs de vulnérabilité, le respect du bien commun. Montreront-ils que tout n'est pas pouvoir, lutte, croissance ou domination? Représente-t-il l'avenir? Voici, ce sont ces questions que nous voudrions partager ensemble avec vous ce soir. La soirée va se dérouler de la façon suivante. Nous allons avoir un temps d'introspection en silence qui va être guidé par la lecture de textes. Ensuite, nous écouterons les témoignages de nos invités, Marianne de Boisardon et Julien Coulon, suivi par une réflexion personnelle et un temps de partage en petits groupes à propos des interventions diverses. Et ensuite, nous nous retrouverons tous ensemble pour un partage plus large de nos ressentis. Avant de passer la parole à Tanguy, je voudrais quand même juste qu'on se présente très très rapidement. Donc, le club spiritualité HEC, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, et je voudrais aussi en profiter pour remercier Vincent, parce qu'on n'a pas remercié Vincent de tout le super boulot qu'il va faire ce soir. Voilà. Merci Marie, merci beaucoup. Voilà, donc nous allons passer la parole à Tanguy Châtel, qui est le président du Forum 104, donc l'instance invitante aujourd'hui, qui est également le fondateur du Cercle Vulnérabilité et Société, qui est sociologue. Et quand nous avons préparé ce thème, nous nous posions la question de savoir si nous dirions fragilité ou vulnérabilité. Et nous allons donc demander à Tanguy de nous expliquer pourquoi finalement nous avons choisi vulnérabilité et quelles sont les différences entre ces deux notions. Tanguy, donc je te laisse la parole. Merci Pierre-Yves, merci Marie, merci Vincent, merci à chacun d'entre vous qui s'est investi pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Alors, je vais effectivement essayer de vous proposer de dépasser un peu les représentations qu'on a ordinairement sur ces sujets. On est assez conditionné par le vocabulaire et pourtant, enfin vous le savez aussi bien que moi, le vocabulaire est toujours plus riche que ce qu'on croit en connaître parce qu'on l'enferme. Alors, dans le vocabulaire courant, eh bien, le mot vulnérabilité est moins employé d'ailleurs que le mot fragilité, et en tout cas les deux sont intimement associés depuis très longtemps, et ils sont tous les deux même associés à un troisième mot qui est le mot faiblesse, puisqu'on a déjà évoqué cette question de la force et de la faiblesse. Et vous voyez que quand on parle force ou faiblesse, eh bien, on a tendance à être dans une lecture binaire qui oppose, qui hiérarchise, qui met de la valeur. Donc moi, je vais vous inviter en quelques minutes, je vais prendre 3, 4, 5 minutes peut-être, à rentrer dans le sens des mots. Alors le premier mot, vulnérabilité, ça vient du latin vulnus, qui veut dire la blessure. Et la personne vulnérable est la personne qui peut être blessée. Alors chacun d'entre nous peut se reconnaître dans cette prédisposition naturelle à être blessé. Le mot fragilité n'évoque pas tout à fait la même chose, puisque fragile, fragilis, ça vient de frangere, qui veut dire briser. Et donc, la personne fragile, ça n'est pas celle qui pourrait être blessée, c'est celle qui pourrait être brisée. Vous voyez qu'on franchit déjà une échelle de gravité un peu différente entre une blessure et une brisure. Le troisième mot qu'on peut mobiliser, c'est le mot de faiblesse, qui lui a un sens complètement différent. Puisque flebilis, en latin, pardon si je fais un peu d'étymologie, ça veut dire digne d'être pleuré. Vous voyez qu'entre le fait d'être vulnérable, le fait d'être fragile ou le fait d'être faible, on ne parle pas exactement de la même chose. Alors, essayons de serrer un petit peu les choses. Qu'est-ce qui peut être blessé? Eh bien, la seule chose qui peut être blessée, c'est en réalité un être vivant. C'est un être qui a suffisamment de vitalité en lui pour que cette vitalité soit une forme de sensibilité à laquelle on pourrait porter atteinte. À l'inverse, ce qui peut être brisé, et donc ce qui relève de la fragilité, c'est plutôt ce qui est de l'ordre de l'objet. Même si, vous le savez comme moi, un être humain peut être brisé, mais il n'est brisé que quand il est d'une certaine manière réduit au rang d'objet.
D'ailleurs, la fragilité, c'est ce qu'on met sur nos cartons de déménagement hein, pour signaler que quelque chose a de la valeur, mais c'est quelque chose auquel il faut prendre soin parce que si ça devait être brisé, alors on ne saurait pas très bien quoi en faire. Bref, un objet brisé perd de sa raison d'être, alors qu'une personne blessée ne perd pas sa raison d'être. Et à l'inverse, ce qui est faible, c'est ce qui, j'ai dit, digne d'être pleuré. En réalité, le vocabulaire considère que c'est ce qui manque de résistance, c'est ce qui manque de puissance, c'est ce qui manque d'énergie et c'est ce qui manque de valeur. Donc le fragile a de la valeur, alors que le faible n'en aurait pas, vous voyez, dans l'étymologie. Alors travaillons un peu rapidement sur l'idée qu'une personne vulnérable pouvant être blessée, eh bien, ce qu'il faut faire vers son égard, c'est d'essayer de la soigner, de prendre soin d'elle. Alors qu'un objet fragile qui pourrait être brisé, s'il devenait brisé, eh bien, il faudrait essayer de le réparer. Vous voyez qu'on n'est pas dans le même registre à proprement parler. Donc, il ne faut pas confondre les mots. La deuxième chose, c'est que nous savons, c'est la deuxième idée que je voudrais porter devant vous, à quel point les vulnérabilités font partie de nos vies, pas simplement de notre vie, mais de nos vies. Dans le cadre du cercle Vulnérabilité et Société, dont il a été fait état, on a fait une cartographie des vulnérabilités. On s'est rendu compte qu'en réalité, elles dépassaient largement le nombre de personnes qui habitent en France, si on tient compte qu'on peut être vulnérable parce qu'on serait malade, psychiquement ou physiquement, de manière aiguë ou de manière chronique, qu'on serait en situation de handicap. Là, je parle que des vulnérabilités les plus visibles, celles qui nous viennent spontanément à l'esprit, ou parce qu'on serait en situation d'addiction, ou parce qu'on serait en situation d'épuisement. Mais on sait bien qu'on peut être aussi vulnérable parce qu'on a vécu à titre privé des événements comme des ruptures de vie, un divorce, un licenciement, quelque chose qui nous aurait à un moment donné mis à mal. Et puis on peut être temporairement vulnérable, on peut être plus durablement vulnérable. Et quand on fait le compte de tout ça, je vous l'ai dit, on dépasse le nombre de personnes qui habitent en France, puisque ne serait-ce qu'il y a 20 millions de personnes qui sont en situation de maladie chronique en France. Il y a plus de 10 millions de personnes qui sont en situation de handicap. Chaque année, il y a environ 4 à 7 millions de personnes qui font l'expérience du deuil, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez en voir plus, je vous renvoie à des travaux qui sont disponibles en ligne. Mais vous voyez qu'en réalité, on ne peut plus dire que la vulnérabilité serait l'exception. En réalité, la vulnérabilité, ne serait-ce que statistiquement, c'est la norme. Voilà. Nous sommes donc dans une société composée d'abord de gens vulnérables et non pas d'abord de gens forts, dont certains seraient devenus vulnérables. Et donc, on va quitter très vite le registre de la morale en disant il faudrait s'occuper, le fort aurait vocation à s'occuper du faible. Non, en réalité, nous voyons que ce qui est notre point de convergence, notre point de partage, c'est bien le fait que d'une manière ou d'une autre, nous avons fait l'expérience et nous continuerons à faire l'expérience d'une vulnérabilité. L'inverse de la vulnérabilité, ce serait, tenez-vous bien, l'invulnérabilité. Alors, qui pourrait prétendre être invulnérable? Ce serait l'invincibilité, qui pourrait prétendre ne pas être susceptible d'être vaincu. L'insensibilité, vous voyez que là, on flirte avec le registre de l'objet. Et puis, signe des temps, l'inverse de la vulnérabilité, ce serait le fait d'être immunisé. Alors, on voit bien à quel point la période du Covid vient aussi nous montrer l'ensemble de nos vulnérabilités individuelles, collectives, sociétales, et morales et à plein de niveaux. Je termine sur un point pour boucler ce petit cadrage, c'est qu'en réalité, nos sociétés nous invitent à cacher nos vulnérabilités parce qu'elles seraient une source de blessures. Et donc, on se protège naturellement du risque d'être blessé, qui comporte le risque d'être mort derrière. Et en faisant cela, on vit dans un état de division intérieure, puisqu'il y a ce que nous montrons à l'extérieur et ce que nous vivons à l'intérieur, et il nous faudrait cacher, de peur que ça soit mal exploité, ce que nous vivons à l'intérieur. Bref, le mauvais regard qu'on porte sur la vulnérabilité comme étant une faiblesse nous oblige à la cacher et nous met en état de division. Donc tout le travail qu'on va essayer de vous proposer ce soir, c'est comment, à partir de nos témoignages respectifs, aller vers une vulnérabilité mieux assumée, qui a moins peur de se montrer, de se laisser paraître, de sorte que ça puisse devenir un point de rencontre et plus que de rencontre, un point d'inventivité pour nos vies individuelles, mais aussi d'inventivité collective, pour qu'on soit capable de produire quelque chose de différent tous ensemble. Merci. Merci Tanguy.
Nous allons maintenant entrer dans un moment de silence et d'introspection. Et donc, je laisse Marie et Céline vous introduire ce moment. Avec vos micros. Merci. Merci Vincent. Vincent, nous allons vous lire 2 textes qui parlent de vulnérabilité. Vincent va sans doute nous les afficher. J'arrive. Alors, Parfait. Le premier texte je vais vous lire, c'est l'extrait d'une méditation de Marie-Hélène Mathieu pour Foi et Lumière. Lorsque nous sommes forts et capables, nous tendons à nous suffire à nous-mêmes. Nous risquons d'écraser les autres par notre suffisance ou de nous en protéger. La force isole, la faiblesse, au contraire, est source d'unité. Si nous reconnaissons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire face, alors nous demandons de l'aide. Et l'autre peut nous tendre la main. Voyez Jésus entrant en relation avec la Samaritaine, il est fatigué, il a soif, il a besoin d'elle. Donne-moi à boire. Un dialogue se noue. La douceur, l'humilité, la vulnérabilité de Jésus nous permettent à cette femme de reprendre confiance. Avant de passer la parole à Céline, je vous invite à voir ce que ça vous fait, ce texte, et ensuite voir aussi ce que vous ressentez lorsque Céline va lire le 2e texte. C'est vraiment l'intention de ces textes pour ce soir. Merci Marie. Je propose de passer au 2e texte, qui est un texte extrait du livre best-seller d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, The Power of Now dans sa langue originelle. Jusqu'à ce qu'il y ait lâché prise, les jeux de rôle inconscients constituent en grande partie l'interaction entre humains. Avec le lâcher-prise, vous n'avez plus besoin des défenses de l'ego et de faux masques. Vous devenez très simple, très vrai. C'est dangereux, dit l'ego. Tu vas te faire blesser. Tu seras vulnérable. Mais ce que l'ego ne sait pas, bien entendu, c'est que c'est seulement en renonçant à la résistance, en devenant vulnérable, que vous pouvez découvrir votre véritable et essentielle invulnérabilité. Là encore, petit temps d'accueil. Et on va vous afficher les 2 textes en pleine page en enlevant nos visages. Vincent. Pour que vous ayez un temps pour vous, en silence. Là, l'idée, c'est vraiment pendant 6-7 minutes de vous recentrer sur ces 2 textes que vous avez sous les yeux, de ressentir ce que ça fait dans vous, dans votre cœur, dans votre esprit, en essayant de lâcher le mental, en vous connectant aussi à vos sensations corporelles, si vous en avez, à vos émotions. Moi-même, en relisant le texte, alors que je l'ai déjà lu plein de fois pour préparer la soirée, il m'a refait des choses à l'intérieur. Et voilà, donc l'idée, c'est de nous donner quelques minutes pour aller vraiment au fond de nos ressentis et de nos émotions. Et Vincent, tu nous mets un countdown ou quelque chose, ou est-ce qu'on... je peux mettre un timer si tu veux. Ouais, de 6 minutes. Ok.
Merci Marie et Céline de nous avoir introduit ce temps de réflexion et d'inspiration. Nous allons passer maintenant à la partie suivante de notre soirée en écoutant nos deux témoins. Donc, honneur et dame, nous allons commencer par Marianne de Boisredon, qui est responsable de Fondation en France. En fait, quand je préparais cette soirée avec et HEC, nous posions la question de nos témoins et je m'adresse à Marianne en lui disant « Marianne, je cherche quelqu'un pour témoigner. » Elle m'a dit « Je me propose d'être le témoin, si vous voulez bien. » Donc, merci Marianne de ta disponibilité. Et nous allons poser quelques questions. Donc, je vais te poser une première question. Donc, comment as-tu expérimenté ta vulnérabilité, Marianne? Par quelle expérience as-tu expérimenté cette vulnérabilité dont tu souhaites nous parler? Alors d'abord, bonjour et bienvenue à chacun. Alors déjà, une première vulnérabilité, c'est que j'ai un petit voile dans ma voix, si vous l'entendez. J'ai eu un accident de voiture, j'ai eu les cordes vocales sectionnées qui font que j'ai un larynx qui n'est pas tout à fait droit et ça donne un petit voile dans ma voix. Et donc ça, c'est une vulnérabilité parmi d'autres qui est physique, mais qu'après être restée 9 mois sans parler, je retrouve la joie de parler, même si on me demande si je fume ou si je suis enrhumée. Non, rien de tout ça, simplement un accident de la vie. Voilà, mais moi, l'anecdote que je voulais raconter, et j'entendais dans les premiers chats où les uns et les autres se sont exprimés, et je les remercie, vous avez parlé de « je suis en déséquilibre », je suis chahutée. Ben oui, je crois qu'aujourd'hui, notre monde est plus que jamais chahuté. Et donc, on entre dans cette conscience de cette vulnérabilité personnelle, mais au niveau mondial. Et ça me frappe à quel point, qu'on le veuille ou non, ce thème, on va devoir le traiter à petite, moyenne et grande échelle. Mais l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est quand ma fille avait 5 ans et demi, j'en étais à mon 3e ou 4e déménagement et je me réjouis de ce congé de maternité parce que je venais d'accoucher du 3e enfant. Et un matin, sans doute que j'houspillais un peu les enfants et il y a Maïti qui me dit « Maman », droit dans les yeux, elle me dit « Je préférais quand tu travaillais. » Waouh, 5 ans. Est-ce qu'elle a le droit de m'interpeller? Est-ce qu'elle a le droit de dire des choses? Et est-ce que j'entends ce qu'elle veut me dire derrière? Et là, je me suis assise, je me suis effondrée. Je lui ai dit, écoute, tu as raison. Je te demande pardon parce que je m'énerve. Et je lui ai expliqué pourquoi je m'énerve. Mais dans le fond, je lui ai dit, mais si tu savais comme j'attendais ce moment où on pouvait plus profiter des uns des autres, mais j'étais prise en pleine contradiction. Et moi, ce que ça m'a appris à ce moment-là, c'est de me dire, est-ce que je me laisse atteindre? Est-ce que je me laisse toucher par ce que dit l'autre? Est-ce que j'accepte d'être mise en question? Est-ce que j'accepte et j'accueille cette interpellation, même si dans mon schéma, c'est l'adulte qui apprend à l'enfant? Est-ce que l'enfant peut aussi m'apprendre? Est-ce que je suis à l'école de ma fille? Et est-ce que j'accepte ce décalage? Parce que c'est ça qui était dur en moi, c'est d'accepter ce décalage entre ce que je souhaitais vivre, c'est une qualité de présence aux enfants, et en fait, l'incapacité de l'être, et j'étais prise en pleine contradiction. Donc, je crois que ça a été une leçon de vie qui m'a montré qu'en fait, la vulnérabilité, toute personne que je vais rencontrer peut m'atteindre par ses paroles, quel que soit son âge, sa provenance ou le lien que j'ai avec elle. Voilà. Merci Marianne. Donc, tu as pris la responsabilité de Fondation en France il y a quelques années maintenant. Peux-tu nous partager comment te vivre vulnérable dans cette vie professionnelle a été pour toi source de bénéfices et pour les autres? Et qu'est-ce que cela signifiait aussi comme risque de se rendre vulnérable, de se présenter comme vulnérable? Alors, j'ai envie de dire qu'il y a 2 convictions que j'ai acquises par l'expérience, et puis en me trompant, en étant vulnérable, c'est à quel point la vulnérabilité humanise et à quel point la vulnérabilité est un ciment d'équipe.
et je vais prendre partager deux expériences. La première, c'est quand j'ai été nommée responsable de fondation en France. J'avais comme personne adjointe qui était proposée, parce que c'était celle qui avait reçu le plus de suffrages, un jeune de 33 ans à qui je n'avais jamais parlé, qui aurait pu être mon fils et qui avait 4 ans d'expérience de gouvernance dans le conseil de Fondation France, alors que moi, je n'en avais aucune puisque je venais d'ailleurs. Et je me suis dit à ce moment-là, waouh, je vais avoir quelqu'un à mes côtés qui a plus d'expérience, qui est plus jeune. Moi, je suis extrêmement vulnérable parce que je n'ai pas son expérience. Comment je me situe? Et je me souviens avoir eu la tentation de me dire, je vais lui prouver quand même que si je suis là, c'est que j'ai des convictions, c'est que j'ai vraiment une vision pour Fondation. Et puis je me suis dit non, ça va pas le faire. Et je me sentais pas intérieurement bien positionnée. Et je me suis dit, non, je vais me montrer vulnérable. Et je vais lui dire à quel point je n'ai pas son expérience et à quel point j'ai besoin de son expérience, que j'ai besoin de lui, que j'ai besoin de l'entendre sur comment fonctionne une gouvernance et comment il voit les choses. Et ça a été vraiment à l'origine, et ça c'est vraiment le bénéfice qu'on en a retiré, d'une grande complicité, d'une grande fécondité intergénérationnelle. Et ça m'a vraiment étonnée parce que je me suis dit, en prenant le temps de l'écouter, non seulement il m'a transmis ce qu'il avait d'expérience et en réfléchissant, et nous, qu'est-ce qu'on veut maintenant pour demain, mais tout ce qui était l'innovation, tout ce qui était le numérique, tout ce qui était vraiment toute la gouvernance partagée, tout ce qui était l'intelligence collective, on a commencé à réfléchir et moi je l'ai encouragé un maximum à vraiment lancer ça dans Fondation parce qu'il en avait le goût et qu'il en avait aussi la petite expérience et qu'il voulait développer. Et donc, ça nous a vraiment permis d'être locomotive. Et dans le temps, je l'ai vu se déployer. Et j'ai vu à quel point moi, j'ai pu m'appuyer sur lui, s'appuyer sur moi, et que vraiment, ça a forgé une équipe et ça a transmis une créativité et un goût d'aller plus loin. Voilà, un autre exemple qui a été aussi assez fort. Je me souviens qu'au bout c'était 3 ans, l'été en général, on recevait les bilans des personnes, les bilans des équipes. Et l'été en général, je laisse reposer tous ces bilans et monte intérieurement un peu les directions, les orientations. Et cet été-là, rien ne me venait comme grande orientation. Je me dis, mais ce n'est pas possible, c'est quand même à moi à impulser en tant que responsable dans quelle direction aller. Mais il n'y avait rien qui venait. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Soit je peux construire des choses mentalement, et j'avais quelques idées pour faire mentalement l'exercice de dire c'est par là qu'on va, mais je ne sentais pas que ça partait du fond et de l'être, mais que ça partait plutôt de la construction extérieure, et donc ça ne m'allait pas. Et donc, je suis arrivée devant mon conseil et j'ai dit, voilà, on a eu tous les bilans, j'ai écouté pas mal de personnes en entretien individuel. Eh bien, aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas par où aller. Et donc, je vous pose la même question. Par où aller si chacun, vous étiez à ma place et si jamais il fallait réfléchir ensemble? Et ça nous a fait entrer dans un exercice beaucoup plus profond, beaucoup plus tenant compte de toutes les nuances, parce qu'en plus le Covid était passé par là, donc il y avait plein de choses qui étaient bousculées. Ça m'a fait revenir et nous fait revenir dans quelque chose de beaucoup plus puissant même comme travail pour accueillir ensemble. Et j'ai senti quelque part l'équipe qui disait « Ouf, si Marianne ne sait pas, nous aussi on peut dire qu'on ne sait pas à tel et tel et tel endroit ». Et ça a aussi commis un soulagement entre nous de se dire « Eh bien, ça fait du bien de ne pas savoir et on peut se dire aussi tout simplement qu'on ne sait pas ». Et c'est là où je dis ça a fait un ciment d'équipe, parce qu'un ciment, parce que finalement, la vulnérabilité de reconnaître ensemble qu'on ne sait pas par où aller, ça nous rend encore plus solidaires, parce que ça nous fait écouter chez l'autre,
un petit bout, un deuxième, un troisième, un quatrième, qui mis ensemble, dit « Ah mais oui, c'est par là qu'on va ». Et c'est ce qui est arrivé à ce niveau-là. Merci Marianne. Pour conclure, peux-tu nous résumer en quoi la vulnérabilité pourrait être source de croissance dans une équipe et quelles sont les conditions pour qu'on puisse bien la vivre, cette vulnérabilité commune, collective? Je dirais qu'en fait, on a, moi la première, plein de stratégies pour éviter la vulnérabilité. Pourquoi? Parce qu'on a des peurs. Parce qu'on se dit, d'abord, j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'être atteint dans ce que je crois et qui me tient à cœur, j'ai peur du regard des autres, d'être jugé, ridiculisé, peur de me tromper, peur de ne pas être à la hauteur en tant que responsable. Donc, il y a 1000 raisons pour lesquelles j'ai envie de dire non, je ne vais pas me rendre vulnérable. Et en même temps, je me rends compte que c'est la clé d'une vie d'équipe solide. C'est la clé d'une vie d'équipe où on peut aller plus loin que chacun individuellement et où on peut être vraiment soudé. Et ça demande de se désarmer. Et je me dis souvent, mais la vulnérabilité, c'est se dévoiler. Alors, dans certains cas, on a juste un voile, c'est pas trop grave, pour montrer ce qu'il y a derrière. Mais parfois, on a carrément une armure. Parce que non, là, ce sujet-là, n'y touchez pas. Ou alors, parfois, on se met des protections. Et j'aime bien le verbe se dévoiler ou se découvrir. C'est apprendre au fil, j'allais dire, des rencontres, de la vie d'équipe, d'enlever une à une les couches qui permettent d'accueillir l'autre plus en profondeur. Et ça éveille encore plus d'amour, plus de présence. Et donc, moi, je crois que une des clés que j'ai vues, c'est instaurer la confiance et quand elle n'est pas, restaurer la confiance en essayant de reconnaître, en partant de moi ou de la personne avec qui je suis en conflit ou en difficulté, de dire, ben, voilà ma part de responsabilité. Et donc, ça invite l'autre à dire sa part aussi et à trouver un terrain d'entente. Voilà, je laisse la place. Humilité, confiance, vulnérabilité, tout ça résonne ensemble. Merci. Tout à fait. Et ça se tricote très bien d'ailleurs. Voilà. Je vais donner la parole à Hervé et Julien pour donc le deuxième témoignage de Julien Coulon. Je te laisse la parole, Hervé. Alors, merci à Marianne, merci à Pierre-Yves, merci pour ces très beaux témoignages. Julien, merci à toi d'être venu avec nous ce soir. Tu es directeur général Crédit Mutuel Innovation, entrepreneur, business angel. Parce que j'ai partagé avec toi rapidement lors d'un chat sur WhatsApp le thème de la soirée, tu m'as dit il faut qu'on en parle. Et en quelques mots, en fait, tu avec toute ton énergie, et tu as dit bah, écoute, avec plaisir pour venir témoigner. Mais ce que j'aimerais comprendre, en fait, au fond, c'est qu'est-ce qui t'a amené à dire oui? Alors, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver, et très inspiré par tout ce que j'ai entendu et à la fois aussi très touché de me sentir un peu moins seul. Et donc, comme tu le disais, c'est vrai que j'ai eu la chance de créer plusieurs entreprises qui ont en plus plutôt bien marché. Et l'entrepreneur prend souvent une espèce d'image de surhomme. Et maintenant que je suis passé, comme dirait mon boss, du côté sombre de la force en devenant investisseur, maintenant je donne de l'argent à des entrepreneurs en échange d'actions. Et on sait tous que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Et ça donne encore une image d'invulnérabilité. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire, comme disait Tanguy, immunisé, mais il y a un petit peu de ça, un petit peu galvanisé par cette situation-là. Or, créer une société, je l'ai créée dans mon sous-sol à Cachan, et pour que 8 ans après, avec ce que j'appelle l'écart type entre l'euphorie et la dépression, 9 bureaux dans le monde, 75 personnes, plus de 1000 clients, dont des Facebook, des Alibaba & Co, et nommé future licorne française 3 années de suite. Et quand on fait cette introspection et qu'on se dit okay, comment est-ce que ça a démarré, ça a démarré avec beaucoup de travail et beaucoup de difficultés à apprendre et à rebondir sur ces échecs. Et puis j'ai fait
Un premier constat, c'est qu'en tant qu'autodidacte, même si depuis j'ai eu la chance de faire un exec à HEC, j'avais, sans m'en rendre compte, embauché que des autodidactes. Et en fait, j'avais commencé à créer une tour qui, avec l'évolution de la société, a commencé un peu à vaciller. Et donc, j'ai créé ensuite, je m'en suis rendu compte et j'ai essayé d'embaucher des gens qui étaient plus intelligents que moi, plus complémentaires, un peu comme un puzzle, en essayant de faire en sorte que les gens soient complémentaires des uns des autres pour créer quelque chose de plus solide. Et donc là, on est parti dans des situations où vous avez des autodidactes, des gens très diplômés, des X, des HEC, et parfois, j'avais peur que le regard de celui qui a le diplôme versus celui qui est autodidacte, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur, et il fallait faire un petit peu attention à ça. Et en fait, pour créer cette synergie entre les équipes, ça servait à rien de jouer un rôle, et donc on a vraiment tous fait tomber les masques. On a bien vu que ceux qui étaient autodidactes étaient souvent meilleurs sur le terrain, ceux qui avaient beaucoup de diplômes étaient souvent meilleurs en esprit de synthèse, et chacun a trouvé un peu ce complément de l'un de l'autre, et ça a créé des synergies, et du coup mon rôle était devenu plus un rôle de coach, et chacun devenait un peu le backup des uns des autres. Et donc, une fois qu'on a cette situation et qu'on arrive à créer un peu, à transformer cette équipe un peu comme une famille, parfois vous avez l'équipe qui grossit, et puis vous mettez en place des processus de recrutement qui sont assez poussés en vous assurant que tout le monde est impliqué dans le recrutement. Donc, je prends un exemple, hein, vous recrutez un account manager, vous allez avoir un autre account manager qui va vérifier les capacités opérationnelles. Et je le voyais moi en deuxième pour m'assurer qu'il avait cette capacité, cette envie, en fait, cette motivation, pas forcément, et je privilégiais ceux qui avaient plus d'envie par rapport à celui qui était le plus technique, en fait. Et le troisième entretien, là, j'y étais pas, c'est un entretien de groupe où la personne, elle, est face à toutes les équipes, donc parfois seule face à 16 personnes, pour que chacun puisse s'assurer qu'il a participé à l'intégration de cette bonne personne, à l'entretien de cette bonne personne, pour assurer ensuite sa bonne intégration. Et après, il y avait un vote à bulletin secret, là encore, pour éviter d'influencer les uns les autres dans les recrutements. Et il est vrai que des fois, je me suis trompé, on s'est trompé dans des recrutements, et on s'est retrouvé avec des profils, ce que j'appelle des trollers. Alors, dans le monde de l'informatique, c'est des gens qui vous sortent toujours des petites phrases un peu cassantes, qui sont un petit peu désobligeantes, et qui en fait cassent l'ambiance d'une équipe, cassent le collectif, et créent une spirale un peu négative qui fait que du coup, les gens perdent un peu confiance en eux, et comme ils perdent confiance en eux, en fait, c'est mauvais pour l'équipe. Et donc, le fait d'être très ouvert sur cette situation, de voir qu'on est dans une boîte en hyper-croissance, ça va très très vite, ça part dans tous les sens, et quand vous avez 9 bureaux dans le monde, de toute façon, vous ne pouvez pas être partout, donc vous ne pouvez pas tout contrôler, et donc le fait de se retrouver dans cette situation fait que vous êtes obligé de vous libérer, d'être transparent, et si vous êtes transparent avec les autres le sont aussi. Et à la fin, ça a créé ma plus belle fierté, qui est vraiment l'équipe qu'on a créée. Maintenant que je suis passé du côté sombre de la force, avec beaucoup de bienveillance, je suis quand même dans une mutuelle, donc il y a des très très belles valeurs, on est quand même dans un monde de financement, et avec des habitudes un peu comme... vous avez les doers, c'est ceux qui sont dans l'action et qui exécutent, et puis vous avez ceux qui peuvent être dans le jugement. Et dans le monde du financement, vous êtes un peu « je juge, donc je suis ». Et donc, le vrai défi, c'est d'arriver à faire prendre conscience à mes équipes, donc des équipes d'investissement, qu'on travaille avec des entrepreneurs qui sont pleins de sensibilité, qui sont toujours avec une sensibilité assez exacerbée, et qu'il faut arriver à se rendre compte que le super-héros, c'est l'entrepreneur et ce n'est pas le financier. Et ça, parfois, c'est toujours un peu compliqué. Et demander à un financier, qui est souvent un animal à sang-froid, de partager avec l'entrepreneur ses vulnérabilités, c'est parfois délicat, mais une fois que vous y arrivez, vous créez une
cohésion entre l'entrepreneur et l'investisseur qui fait que du coup, ça se passe très bien. Et là, il y a vraiment quelque chose de constructif. Donc, voilà un petit peu le premier point. Et quand je regarde un petit peu dans les différentes entreprises dans lesquelles on a investi, je suis très attentif à la culture d'entreprise parce que c'est une façon, en fait, le fait de montrer sa vulnérabilité dans l'entreprise crée en fait cette culture d'entreprise. Et il y a une société dans laquelle on a investi qui s'appelle AB Testi, et ils ont intégré, et c'est la seule boîte en France que je connaisse, j'en ai vu pas mal aux US qui avait ça, mais en France que je connais, c'est un Chief Culture Officer. Et donc, c'est la personne qui est en charge de s'assurer que tout le monde partage cette même culture. Et donc, dans cette culture, ça veut dire cette volonté de pouvoir être ouvert vis-à-vis des autres. Parce que plus on est ouvert vis-à-vis des autres, plus il y a d'intelligence collective, plus il y a d'échanges. Et pour ça, ils utilisent bien sûr les nouvelles technologies, on est dans l'innovation, avec des outils qu'on appelle l'intelligence collective pour détecter même les signaux faibles et s'assurer que quand quelqu'un commence à être un petit peu déprimé ou quand il commence à y avoir des débats un petit peu virulents ou quand il commence à y avoir des trollers, donc ces fameuses personnes qui ont tendance à casser un peu cette dynamique ou à vouloir se montrer plus fort que les autres, en fait, elle détecte assez rapidement ces signaux pour s'assurer soit d'essayer de comprendre, parce que quand on commence à dénigrer les autres, c'est souvent qu'on a un problème de confiance en soi, et donc il faut régler ce problème-là, voire des fois, si ce n'est pas réglable, malheureusement, se séparer de cette personne, parce que le collectif, on est quand même dans le monde de l'entreprise, et ce collectif doit quand même prendre le pas sur un individu qui veut pas jouer le jeu. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je voulais te partager, Hervé. Par rapport à ce que tu viens de nous partager, si toi, d'un point de vue personnel, quelle expérience as-tu eu qui t'a permis dont la vulnérabilité t'a permis, toi, en fait, de progresser, d'avancer? Une expérience pendant laquelle tu t'es montré vulnérable à titre personnel et qui t'a permis justement de progresser? Alors, je vais t'en partager une où je me suis retrouvé. D'ailleurs, à HEC, on parle de management de terre et management de ciel, et entre les deux, la zone de turbulence. On est dans l'opérationnel, ça se passe très très bien avec les équipes, je leur dois tout, et puis, vous êtes dans une boîte en hypercroissance, donc vous levez de l'argent auprès d'investisseurs, vous en levez beaucoup, hein, j'ai levé 33 millions en 2011, hein, donc à l'époque c'était des gros chiffres, aujourd'hui un peu moins, mais ça reste quand même des gros chiffres, et donc les investisseurs étaient à la fin majoritaires. Il faut comprendre qu'un investisseur, il va demander lui de l'argent à d'autres investisseurs qu'on appelle des LP, des limited partners, qui lui donnent de l'argent à gérer, et puis sur une durée de 6 ans à peu près en moyenne, il doit rendre cet argent au bout de 6 ans avec une plus-value qui doit être très significative. Et là, on est dans une situation où, au niveau opérationnel, au niveau de l'équipe, au niveau de l'expansion de la société, ça se passe très très bien. On est à 70% de croissance, on s'étend, tout va bien, sauf qu'on arrive à cette date fatidique des 6 ans. Et là, j'ai une réunion avec mes investisseurs assez lunaire où sur une nappe en papier, vous savez, c'est la pizzeria, et il dessine, il dit, bon, ben voilà, Julien, tu as eu 23 propositions de rachat depuis le début, une belle croissance, mais maintenant, moi, il faut que je rende l'argent à mes LP, et donc, on va vendre la société. Là où je venais enfin de craquer le modèle chinois et de me dire, ça y est, on va pouvoir vraiment devenir cette fameuse licorne que tout le monde rêvait de transformer. Et à ce moment-là, on voit bien qu'il y a un agenda qui est différent entre votre actionnaire, qui est copropriétaire de l'entreprise, et l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt des employés, l'intérêt de tout le travail qui a été réalisé en amont. Et là, je me retrouve dans cette zone de turbulence entre ma casquette d'investisseur, d'actionnaire de la société, et ma casquette de manager de vouloir faire grandir la société. Et c'est ce que j'appelle cette espèce de zone de turbulence. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le garde pour moi et j'essaye d'absorber cette charge émotionnelle et ce poids, ou est-ce que je le partage avec les équipes? Et comme j'avais eu pour habitude de toujours partager un maximum d'informations avec les équipes en étant le plus transparent possible, voire peut-être trop, mais en tout cas, je le vivais beaucoup mieux et ça me permettait d'être beaucoup plus performant et que les équipes soient beaucoup plus performantes. Je l'ai partagé avec les équipes et j'ai dit, ben voilà, on a
une belle croissance. Maintenant, on a un actionnaire, il va falloir qu'on embellisse la mariée, alors qu'on aurait dû potentiellement appuyer sur le champignon pour pouvoir aller vers encore plus de croissance. Et puis, ce phénomène d'être entre le marteau et l'enclume était quelque part une vulnérabilité, et ça m'a soulagé de le partager avec les équipes qui ont complètement compris, qui ont complètement joué le jeu, et de partager ça avec cette famille a fait que tout le monde a œuvré dans le même sens. Et puis, on est arrivé du coup à mettre la solution, la société, non pas en situation de je vends ma société, mais en tout cas de mettre l'acheteur en situation d'achat pour que tout le monde s'en sorte très très bien. Et après, c'est vrai qu'au moment de la vente, le plus important pour moi a été non pas la vente, mais surtout d'assurer la cote Argus des équipes, parce qu'on n'aurait jamais réussi à être dans cette situation-là sans les équipes. Et donc c'était assez perturbant comme situation. Et je me souviens d'une anecdote où je leur ai dit, voilà, ça va me prendre beaucoup de bandes passantes, beaucoup de temps. Donc, imaginez que je suis, même si je suis un homme, en congé maternité. Comme ça, je suis dispo si vraiment il y a une urgence, mais vraiment, on va se concentrer. Et on a réussi à avoir une fin très heureuse pour tout le monde. Et là encore, comme tout le monde était actionnaire de l'entreprise avec les fameuses stock options, en fait, c'était quelque part aussi leur société, et chacun a partagé ses plus, ses moins, mais à la fin, malheureusement, il y a la loi de la finance qui pour le moment, l'emporte encore. Ça marche. Merci beaucoup, Julien. Peut-être mais vraiment en une phrase très courte, parce qu'on a dépassé notre temps, si tu devais donner un seul petit conseil à tous nos auditeurs ce soir. Que la vulnérabilité, c'est la faille par laquelle passe la lumière, et que quand on est et quand on veut s'ouvrir et quand on est face à un mur, on n'a pas envie de partager, pas envie d'échanger. Donc du coup, voilà, faut être le plus transparent possible, et montrer ses vulnérabilités. Et quand on est dans le monde si vous passez un entretien d'embauche, une erreur qui est souvent faite, c'est vous avez vos propres convictions, vos propres modes de fonctionnement. Et si l'entreprise, et il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, qui traduit en fait les entreprises par mode couleur, c'est-à-dire si c'est très top-down, c'est le dirigeant qui décide et tout le monde doit exécuter, ou des sociétés un peu plus distribuées, même de bien faire cet exercice entre quels sont vos propres modes de fonctionnement. Et moi, je suis plus dans les couleurs opales. Donc, et si je vais dans une entreprise très rouge, c'est-à-dire où on me demande d'exécuter des choses sans m'expliquer le sens, en fait, s'il y a trop de différence entre les deux, je ne me sens pas bien, et la personne ne se sent pas bien, vous faites un peu le grand écart, et de toute façon, ça ne sera pas bon pour l'entreprise et ça ne sera pas bon pour vous en tant que tel. Donc, même si on est en recherche d'emploi et que ça peut être parfois nécessaire nécessaire de travailler, ça vaut parfois le coup de prendre un petit peu de recul et un petit peu de temps pour s'assurer qu'il y a une bonne adéquation entre la culture de l'entreprise et votre propre vulnérabilité pour pouvoir avoir une belle synergie et évoluer dans le bon sens. Merci beaucoup, Julien, pour ce partage. Et je profite du coup de ces quelques mots pour maintenant donner la parole à Céline, qui va nous présenter la prochaine étape de la soirée. Merci beaucoup, Julien, d'avoir autant partagé ce soir. Merci beaucoup, Marianne. Merci beaucoup, Julien, pour ces témoignages différents et complémentaires l'un de l'autre. On va prendre à nouveau un petit temps individuel, un petit peu chacun, pour prendre le temps de digérer tout ce qui a été partagé jusqu'à présent. Vincent, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous mettre les consignes pour le petit temps de réflexion personnelle suite au témoignage, s'il te plaît? Voilà. C'est la slide juste. Voilà, c'est celle-là. Super. Merci beaucoup, Vincent. Donc, on va prendre un petit temps, chacun pour soi, de réflexion. En fait, je vais vous montrer dans un instant 3 questions. Et l'idée, c'est vraiment
de pouvoir prendre un temps pour vous en vous connectant à ce que ça vous fait, enfin, comment ça vous touche au niveau du ressenti. Hein. L'idée, c'est pas de juger les paroles qui ont été prononcées ou de porter, d'avoir une opinion. L'idée, c'est vraiment de dire qu'est-ce que ça m'a fait quand j'ai écouté Marianne, quand j'ai écouté Julien, quand j'ai écouté les textes. Donc vraiment de vous reconnecter à votre cœur, hein, et à vos ressentis, et de l'écrire. Peut-être que pour certains, ça peut aider à bien intégrer les choses et à avoir de la clarté sur ce qui est en train de se passer en vous. Voilà, donc maintenant, je vais vous lire les questions. Vous allez les voir affichées à l'écran par Vincent. Voilà, 3 questions, et vraiment en connexion avec vos ressentis. Donc, première question, qu'est-ce que je ressens après avoir écouté les textes inspirants, donc les 2 qu'on a partagés déjà, et puis les témoignages de nos 2 intervenants. Qu'est-ce que ça me fait? Comment je me sens? La deuxième question, dans quelle mesure ma vulnérabilité à moi, assumée, me permet-elle de devenir plus authentique, plus en vérité avec moi-même et plus en lien avec les autres? Et la troisième question, qu'est-ce qui bouge en moi après cette soirée, après ces moments? Et quel comportement j'aurais envie de modifier, de changer? Voilà, on va vous laisser les questions à l'écran et on va lancer un timer de un peu moins de 10 minutes. 7 minutes, c'est bien parce que voilà, le temps de digérer tout ce qui a été partagé et voilà. Et vous pouvez prendre des notes sur, voilà, sur ce que vous êtes en train d'expérimenter dans votre corps. C'est parti. Oui, je vous invite aussi à éteindre les caméras si vous voulez, hein, pour avoir ce temps pour vous, vraiment pour vous.
Voilà. Je vais vous inviter à revenir ici et maintenant parmi nous. Un peu dur de reprendre peut-être là, après ces 7 minutes de silence. Donc, je vais essayer de continuer en redonnant une dynamique tout doucement et de vous laisser revenir en attendant parmi nous tous. J'espère que ces quelques minutes, et j'en suis persuadé que ces quelques minutes ont pu permettre de réfléchir par rapport à ces questions. Et dans la continuité de ce temps de réflexion personnelle, nous vous proposons maintenant un temps de partage. Grâce à la magie de la technique, mais enfin surtout grâce à Vincent, pour être honnête, vous allez vous retrouver en petits groupes de 5 personnes. Alors ce transfert sera tout automatique. Vous n'avez absolument rien à faire, ne vous inquiétez pas, vous allez automatiquement être envoyé avec d'autres personnes lors d'un groupe. Et vous aurez 35 minutes. Vous aurez 35 minutes entre vous pour partager. Et je vais te demander, Vincent, si tu veux bien, s'il te plaît, de mettre la slide suivante pour pouvoir présenter le protocole. Voilà, super, merci. Donc, on va vous partager ce protocole avant que vous partiez, mais je vais quand même vous l'exposer en premier lieu. Pendant ces 35 minutes, nous allons vous encourager à faire un premier tour de témoignage pendant lequel, individuellement et pendant 3 minutes, vous allez vous présenter, bien évidemment, et partager votre réflexion personnelle par rapport à ce que vous avez pu entendre lors de la conférence, mais également lors de votre réflexion personnelle que vous avez pu avoir pendant ces 7 minutes. Et pendant ce temps de partage de 3 minutes, les autres membres du groupe restent en silence et écoutent uniquement. La première étape n'est pas un moment d'échange, mais c'est bien un moment de partage. Lorsque chacun d'entre vous et chacune d'entre vous auront témoigné, nous vous invitons à faire un deuxième tour pendant lequel vous partagerez. Vous partagerez vos feedbacks en fonction de vos ressentis. Vous partagerez également, vous exprimerez sur ce qui a été échangé au sein du groupe. Attention, on n'est pas dans un avis, mais une résonance sans jugement. Ce n'est pas un débat d'idées non plus. On est dans un partage de ressentis. Et pendant ce deuxième tour, on vous invite également simplement à écouter ce que les personnes ont à dire. Pour faciliter les échanges également et bien gérer le temps, on vous invite à définir au tout début, de façon très simple et naturelle, qui sera le garant du temps, qui s'assurera que vous ne dépassez pas trop les 3 minutes lors des partages individuels. Et on vous conseille de le faire dès que vous serez en petit groupe, de commencer par ça. Et afin de vous aider encore plus dans ce moment de partage, Céline va vous présenter maintenant les règles, les bonnes séances pendant ces partages de groupe. Donc, Céline, je vais te laisser la main. Oui, merci Hervé. Vincent, s'il te plaît, tu peux mettre la slide suivante dans la présentation sur les attitudes en sous-groupe. Voilà, super, merci. Donc, alors, je dirais ouverture, curiosité. Donc, voilà, en bonne pratique, ce qu'on vous demande, c'est d'être vraiment à l'écoute d'être à l'écoute de l'autre en toute bienveillance et puis en confiance sur faire confiance au process et ce qui va se passer et avec quel groupe vous allez vous retrouver. Le hasard fait souvent bien les choses. Donc, quand vous vous exprimez, on vous invite avec les co-animateurs de cette soirée de dire « je », parler à la première personne, parler vraiment de vous, pas « on », mais plutôt « je », qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens, donc parler de ce que ça vous fait d'avoir écouté tout ça. Et puis les autres, d'être vraiment en écoute silencieuse, juste d'accueillir ce qui est présent pour la personne qui s'exprime. Voilà, donc dans une écoute empathique et bienveillante. Et le gardien du temps peut à chaque fois dire, on peut mettre un petit timer et le gardien du temps dit à chaque fois, 3 minutes sont écoulées, on laisse la personne bien sûr terminer sa phrase et puis on passe à la suivante. Voilà, plus des règles de bon fonctionnement en sous-groupe et on va pouvoir y aller. Alors, une toute petite chose que je vous propose, c'est de télécharger en fait les consignes, en tout cas télécharger, d'ouvrir les consignes sur votre navigateur. Donc, je poste un lien dans le chat que vous allez du coup pouvoir, sur lequel vous allez pouvoir cliquer. Ça va ouvrir les consignes sur votre navigateur, de sorte que vous puissiez être autonome dans les sous-groupes avec les consignes qu'on vous a projetées à l'écran. Merci Vincent.
Voilà, donc je laisse quelques secondes pour que vous puissiez tous cliquer dessus avant, du coup, d'ouvrir les salles. Tac, tac, tac. Alors, je suis désolé, les participants ont pas mal bougé. Je vais devoir recréer les salles. Voilà, ça vous laisse le temps d'ouvrir les consignes. Voilà, c'est tout bon pour moi. C'est bon pour toi, Céline? Oui, c'est parfait. On peut y aller. Allez, bon partage à tous. On partage. Bienvenue à vous, bon retour. Bon retour à vous. Voilà, il y a des groupes de 5, 6 qui arrivent petit à petit. Voilà, on va prendre quelques secondes encore, puisque toutes les salles sont en train de se fermer petit à petit. Voilà, tout le monde est en train de revenir. On doit être tous là, non? Oui, en théorie. En théorie. Là, absolument, puisque toutes les salles sont fermées, Marie. Allez, je te mets on stage. Il me semble que c'est moi. Tout va bien. Très émue parce qu'on a échangé en groupe, donc du coup, j'ai un peu de mal à retrouver le fil, en fait. Alors, c'est toi, Marie, qui en effet te connecte à tes émotions. Voilà, ben, je suis connectée à mes émotions. L'idée, c'est qu'avec Pierre-Yves, on va vous expliquer la suite. Voilà. On va partager en grand groupe maintenant nos ressentis. Alors, pas à l'oral, on va pouvoir le faire dans le chat. Et autrement, c'est Pierre-Yves qui va présenter. Mais l'idée vraiment là, c'est d'essayer de vivre ce qu'on vit depuis 1 heure et demie, c'est de vous connecter à votre cœur, de vous connecter à vos ressentis, de vos émotions. Et vraiment, allez là, ici, là, le cœur, là, le truc qui bat, là. Et j'ai découvert en lisant un article récemment qu'il y a je ne sais plus combien de milliers de fois de plus de synapses et de trucs neurologiques. Alors, je ne suis pas médecin, dans le cœur que dans le cerveau. Donc, c'est vraiment lui qui est le plus important. Et puis, maintenant, c'est toi qui fais la tête et qui lui explique comment ça se passe. Voilà, donc nous allons vous proposer 2 manières de partager ce que vous avez dans le cœur. Donc, il y a un nuage de mots et le chat. Donc, le chat, je ne vais pas l'expliquer puisque maintenant, je pense que tous vous le pratiquez bien vu le nombre de commentaires que nous avons déjà. Donc, vous pouvez dans le chat dire ce que vous ressentez. Alors, un autre moyen, c'est un nuage de mots. Donc, en fait, Vincent va vous mettre dans le chat justement un lien. Et si vous cliquez sur ce lien, vous pouvez à ce moment-là, vous arriverez automatiquement sur un endroit, c'est Menti, le site, où vous pouvez dire un mot, 2 mots, 3 mots. Pour ne pas avoir des textes trop longs, on donne la possibilité de mettre seulement 3 mots une fois. Et après, vous verrez s'afficher à l'écran les mots qui apparaissent les uns par les autres, et quand ils sont répétés plusieurs fois, ils deviennent de plus en plus gros. Donc, ça donnera la tendance de, justement, quels sont les mots qui résonnent le plus parmi nous, dans nos cœurs. Voilà. Donc, je vous laisse commencer. Le chat dans le chat, vous avez le nuage de mots. C'est
HTTP, Menti, etc. Donc, vous cliquez et on voit déjà apparaître. Voilà, donc bonne communication à travers ces deux moyens. Et nous vous laissons vous exprimer. Vincent, tu peux afficher le nuage de mots en grand, s'il te plaît? Merci. Et nous voyons authenticité en première ligne, partage qui vient de lui passer devant, confiance qui remonte tout doucement à la ligne, avec authenticité qui suit toujours derrière, gratitude qui vient de paraître dans le peloton des 3 premiers, mais sans oublier joie qui commence d'apparaître aussi de plus en plus fort, avec toujours cette confiance, l'authenticité très très présente dans le peloton de tête. On voit la ligne d'arrivée vraiment très très proche et ces mots qui restent très présents comme gratitude, joie, authenticité, ouverture, partage et humilité. Et je vous laisse voir l'arrivée du finish en paix. Alors, à la fin de la conférence, enfin de la soirée, nous laisserons le chat, nous laisserons quelques minutes pour que chacun puisse prendre connaissance du chat. Donc, si vous ne voulez pas lire tout de suite ce qui est partagé dans le chat, vous aurez du temps après. Petite question technique, Vincent, le nuage de mots, on a un moyen de le garder à la fin? Ah ben, moi, je peux te faire une capture d'écran, je peux même t'exporter la totalité des mots dans un fichier Excel, si tu veux, Marie. D'accord, mais capture d'écran, c'est pas mal pour qu'on les partage éventuellement après. Et le fichier Excel est bien aussi. Merci, je pense que l'image commence à se stabiliser. Donc, nous allons la figer, justement. Merci Vincent d'en faire une capture. Et j'aimerais maintenant redonner la parole à Tanguy, qui va nous donner un approfondissement suite à nos différents témoignages et justement de ces retours. Voilà. Donc Tanguy, que souhaites-tu nous partager maintenant j'allais dire la fin de cette soirée et voilà, avec tout ce qui s'est dit, partagé et témoignage. J'ai évidemment pas assisté à tout, ce qui n'aurait pas été possible, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est l'envie de pouvoir dire quelque chose de notre vulnérabilité et de pouvoir entendre quelque chose. Ça souligne que sans doute dans nos vies, il y a un espace insuffisant pour qu'elle puisse se dire, qu'elle puisse se déployer, et on vit dans des cultures où elle a tendance à être refoulée puisqu'elle n'est pas considérée, pas reconnue en tant que telle. Donc le simple fait que autant de gens aient souhaité se connecter ce soir montre sans doute qu'il y a une appétence, une soif, et qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer. Ce qui est intéressant dans le fait qu'on soit tous d'horizons différents, c'est que ça n'emprunte plus des voies traditionnelles, ça traverse ces voies, ça peut continuer à s'exprimer dans des voies religieuses, dans des voies philosophiques, mais ça les traverse, et la vulnérabilité n'est plus une question de croyance, ni même une question de morale, ça devient une question de nécessité en fait. On se rend bien compte que pour mettre nos vies en conformité, eh bien, il nous faut être devenu capable de dire, mais pas tout dire pour autant, et être capable de voir que ça a un écho chez d'autres gens, y compris chez des gens qui sont différents, et voir que c'est entendu. Et tout ça crée à la fois une forme de liberté intérieure et en même temps une forme de gratitude, parce que le fait qu'on soit capable d'être entendu par d'autres, c'est important, et une forme de dynamique. Et je trouve que c'est ça qui ressort dans le fait qu'on soit tous réunis ce soir, et par rapport aux mots qui viennent, des mots qu'on trouverait habituellement plutôt placés dans le registre de la philosophie ou de la spiritualité, et ben, s'expriment dans le registre de nos vies tout à fait ordinaires. Moi, je vois le mot gratitude, le mot partage. C'est pas simplement, ce qui est intéressant dans le mot partage, c'est qu'on n'est plus simplement dans une réponse sociale à aller vers les gens vulnérables pour essayer de les soulager.
on est dans le fait que nous prenons conscience que nous avons besoin de partager notre vulnérabilité et que c'est ça qui va nous rendre plus vivants, sans doute. Et que tout ça nécessite de l'authenticité. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'illustre là, dans la diversité de nos profils, c'est un basculement vers un changement de logiciel qui est à l'œuvre, qui n'est pas encore complet. On a bien vu dans l'actualité récente que même des gens qui avaient imaginé que des grandes entreprises pouvaient basculer vers quelque chose avec des missions plus explicites, eh bien, sont rattrapés, il y a des forces de résistance, mais globalement, il y a quelque chose qui s'enclenche pour dire ça suffit. Il me semble que c'est ça qu'on peut retenir, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à dire ça suffit, on ne vivra pas heureux, ni positivement, ni de manière féconde, en masquant nos vulnérabilités, en essayant de les refouler, en essayant de les consolider, et qu'au contraire, il y a un désir d'explorer à quel point la mise en commun, le partage de nos vulnérabilités pourrait être une voie qui nous enrichirait tous et qui ferait une société plus humaine, mieux liée, avec plus de sens. Voilà ce que je vois aussi dans ces mots, derrière la perspective qu'il y a de la joie, que partager sa vulnérabilité, ça provoque de la joie, sans doute parce que ne pas le faire, ça inhibe, ça nous rétrécit, quoi. Et c'est ça que j'entends, c'est que ça provoque une dilatation et une forme de jubilation. Et donc, ça nous encourage à oser et aller un peu plus loin. Voilà. Merci en tout cas pour tout ça. Et je souhaite maintenant que Frédéric puisse comme il nous a accueillis, puisse nous donner aussi un petit mot pour nous permettre de repartir chez nous autrement. Voilà, moi, je voudrais déjà vous remercier tous pour avoir consacré 2 heures de votre temps, souvent à la fin de journées chargées par des réunions Zoom multiples. Je voudrais remercier les personnes qui ont préparé cette soirée. C'est beaucoup de travail voilà, pour rendre à la fois le contenu digeste et puis aussi fluide. Donc merci à Marie, merci à Pierre-Yves, merci à Hervé, merci à Céline, merci à Vincent et merci à tous les mouvements porteurs de ces propositions. Donc nous avions déjà eu 2 rencontres au printemps. C'est la 3e que nous avons ce soir. Il y en aura une 4e qui aura lieu le 22 juin, dont le thème reste à définir, et qui sera préparée par les entrepreneurs dirigeants chrétiens et la communauté des leaders éclairés. Donc vous pouvez déjà noter dès à présent cette soirée du 22 juin dans vos agendas. L'ensemble des mouvements qui ont préparé cette soirée sont également ont réalisé une enquête dont les résultats seront prochainement disponibles et diffusés sur la question de la spiritualité dans l'entreprise. Peut-être que vous y avez déjà d'ailleurs participé. Il y aura un appel qui sera lancé en faveur de ce mouvement au printemps en partenariat avec la Croix Hebdo. Je vous donne rendez-vous aussi au Forum 104. L'idée, c'est de pouvoir ne pas se contenter de ces réunions digitales, mais de pouvoir aussi se retrouver en présentiel pour approfondir, pour aller plus loin par rapport à ces différents thèmes. On en a déjà un peu parlé avec Pierre-Yves et Marie, Hervé et Céline, de voir comment voilà, ce type de travail peut donner lieu à des formats plus longs, d'une demi-journée, voire d'une journée entière, pour pouvoir aller plus loin sur cette question et puis sur les autres sujets qui seront traités au cours des soirées. Je vais vous inviter à partager dans le fil de discussion quelle suite vous souhaiteriez donner à cette soirée, à la fois en termes de thèmes, à la fois en termes d'idées, de propositions. Voilà, quelle suite vous nous invitez à explorer par rapport à ce thème de la spiritualité dans l'entreprise. Voilà. Et je ne sais pas à qui je dois donner la parole, peut-être donner la parole à Hervé, peut-être. À nous tous. Peut-être juste avant, merci également, un immense merci à Marianne et Julien d'être venus témoigner aussi ce soir avec nous et d'avoir justement fait preuve de vulnérabilité en parlant d'eux-mêmes, de qui ils sont et comment ils en sont là à travers justement cet texte, en ayant ouvert cette faille de la vulnérabilité pour partager un peu ce que disait Julien. Merci. J'aurais simplement insisté peut-être sur un point, peut-être qu'on a peut-être voilà, souligné que la question de la vulnérabilité n'est pas qu'une question individuelle, c'est vraiment une question collective. Et les transitions dont que nous désirons vivre demain ne seront possibles que dans la mesure où nous accueillons ces vulnérabilités dans nos existences et dans nos collectifs. Merci. Marie, tu veux indiquer un peu ce que nous proposons maintenant ?
On propose encore pendant un quart d'heure de partager dans le chat, même de partager oralement. L'idée, c'est comme si on avait fait une conférence où on avait un cocktail à la fin, de prendre un peu de temps pour discuter. Zoom ne permet pas de faire du networking comme certains autres logiciels, mais si vous avez envie de partager, de nous poser des questions, de vous impliquer, n'hésitez pas et on continue à partager. On a filmé la soirée, donc Vincent, je pense qu'on aura un lien qu'on pourra envoyer après à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient inscrits. Ça nous permettra de revenir. Et moi, je vais conclure comme je l'ai fait avant l'année dernière. Il y a un mot qui est hyper important, c'est l'amour, et je trouve que c'est super important ces soirées, parce qu'on partage une forme d'amour, et je trouve que l'amour n'est pas un mot tabou. Quand on parle aux gens de leadership par l'amour, d'authenticité par l'amour, les gens font « Ah, quelle horreur !» Et je trouve que moi, l'amour, c'est vraiment la base de toute relation humaine. Donc voilà.